Sauf que c'est une pratique que les gens n'ont pas forcément envie de crier sur les toits, tu vois. Donc, l'objectif, c'est aussi de rester un peu secret. Qu'est-ce que tu penses, alors t'as pas entendu parler, mais de cette nouvelle mode qui vient des US sur les 7 heures? J'ai pris mon téléphone, je me suis pris des portes, j'ai fait des bêtises, j'ai fait plein de fois de n'importe quoi. Déjà, les 5 premiers 7 heures, sur les 5, il y en a 3 qui ont abandonné. Genre qui se sont dit c'est trop dur, j'arrive pas. Ok. Et que je sois à la tête de cette boîte. Parce que le marché de l'automatisation, c'est quasiment à 99% des hommes. Genre tous nos concurrents, c'est que des mecs, c'est que des équipes de mecs, etc. Bienvenue dans ce 6e épisode de Just Brand, un podcast où on parle branding, marketing, communication et design. Et aujourd'hui, on reçoit Marion Carnero, CEO de My Name is Bond et aussi organisatrice de Co-Living. Salut Arthur. Pour te présenter rapidement, tu es issu du marketing, du monde du marketing, dans les études. Tu as fait un IUT à Paris-Descartes. Ouais. T'avais quel âge quand t'as fait ça? Du coup, 17 ans, à la sortie du bac. Ok. Et direct après, parti en Espagne pour un Erasmus. Ouais. Trop stylé. Je suis pas partie pour un Erasmus. Je suis partie parce que à ce moment-là, je parlais très mal anglais, pas très bien espagnol, et je me suis dit bon, si t'as envie d'avoir une belle carrière, ça serait bien que tu puisses aller à l'international. Et je me suis dit en vrai l'Espagne c'est pas mal parce que du coup si tu restes avec des locaux, t'apprends bien l'espagnol. Et effectivement il y avait un programme Erasmus, donc beaucoup d'étrangers. Et du coup je me suis dit une pierre deux coups. Ok, et t'as à parler espagnol et anglais? Ouais, complètement. Putain, bravo. Quand t'es rentré, année sympathique, t'en avais marre? Pas vraiment, c'est pas ce qui s'est passé. La vraie histoire, c'est que comme j'étais en Espagne, j'avais demandé à mes parents d'envoyer mes candidatures. Et en fait, en clair, ma mère a mis un papier qu'elle aurait pas dû mettre dans les candidatures, qui a fait un peu capoter toutes mes candidatures. Et au final, je me suis dit, bon, c'est un mal pour un bien. En vrai, j'étais pas hyper emballée par les différentes candidatures que j'avais envoyées de toute façon. Okay. Donc, je me suis dit, ok, je prends un an pour moi, pour réfléchir, pour me préparer pour la suite. Et donc, du coup, master à Schema. Ouais. Qui t'a emmené dans des stages toujours dans le monde du marketing, à Dubaï et à Londres. Exactement. Donc, ça, trop stylé. C'est bon, tu parlais anglais. Bah, là, oui, bien. C'était en quelle année, ça Voilà, je suis pas très bonne avec les dates, mais Dubaï, c'était 2018, je crois, ou 2017. Et Londres, c'était un an auparavant, donc 2016 ou 2017. Est-ce que Dubaï, à cette époque-là, c'était pareil qu'aujourd'hui? Bah, écoute, je saurais pas te dire. Moi, je suis partie à Dubaï parce que justement, j'avais envie de me faire mon avis sur la ville, puisque t'entendais un peu tout et son contraire, quoi. C'est soit t'adores, soit tu détestes. Et le truc, c'est que quand j'y suis allée, donc j'étais en stage, j'étais pas du tout encore dans le mindset vraiment entrepreneuriat. Et je pense que j'ai eu une expérience qui est peut-être pas représentative de ce que j'aurais pu vivre aujourd'hui, tu vois. Ok, donc faut que tu y retournes. Ouais, c'est prévu, je pense. Au moins pour rechecker, tu vois. Ouais. Surtout que maintenant que t'es dans le business, il y a des belles opportunités. Il y a des opportunités, quoi qu'on en dise. Exactement. Ok, trop cool. Et donc après, t'es parti bosser dans une start-up à Station F. C'est ça. Mais pas trop longtemps, parce que t'as décidé finalement de voler de tes propres ailes. Exact. Et là, t'as lancé My Name is Bond. C'est du coup une boîte qui fait de la prospection sur Instagram, principalement. Il donne des tips, etc. Donc en fait, t'es un peu la boss de Instagram. D'une certaine manière. Ouais, attention. Et du coup, boîte full remote. Ouais. Ça fait 4 ans maintenant. Plus de 2000 clients en 4 ans, c'est quand même pas mal. 50 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Un récurrent, ouais. En MRR. C'est ça. Ça, c'est sympa. Donc, belle renta. Et surtout, 0 salarié avec, vous êtes une team de 3, donc toi et deux freelances / account manager. Ouais, 2 account managers. Voilà pour le tout. Je t'ai bien présenté? Ouais, c'est ça. Rien à rajouter? Non, je pense que là, t'as fait une belle picture. Nickel. Alors, moi, j'aime bien, quand on commence les podcasts, que tu me donnes ta définition du branding.
un petit peu ce que tu penses, sans pour autant essayer de faire une définition corporate. Ouais, je pense que le branding, c'est tout l'univers que tu vas créer autour de ta marque. Ça peut être des éléments graphiques, ça peut être même, tu sais, tout ce qui touche à l'émotion. Genre, qu'est-ce que tu fais ressentir aux gens. C'est en lien aussi avec les valeurs. En fait, c'est vraiment ce qui va te définir et définir ta boîte. Ok, c'est pas mal. C'est pas Tu mal, c'est pas valides? mal. Ouais, je valide. Je Ok. valide. C'est bien, les invités que j'ai, ils sont assez bons, en règle générale, quand ils sont dans le marketing digital. Moi, ma définition, qui est plus technique, Ouais. je commence toujours par définir ce que c'est une marque d'abord, Mhm. avant de définir le terme branding. Et la marque, c'est l'ensemble des associations que se fait ton consommateur quand il pense à toi. Ok. Donc, quand je vois, je sais pas, Sony, je sais que c'est des caméras qui filment bien, Ok. par exemple. Et donc, le branding, c'est l'art de créer des associations. Ok. Voilà. Un peu plus technique, effectivement. Et ce qui est bien, c'est que c'est général. Donc, au moins, tu peux pas te tromper en soi. Compréhensible. Donc voilà un petit peu. Donc, parlons branding, parlons du branding de ta boîte d'abord. Ouais. Comment est-ce que tu l'as développé? Parce que My Name is Bond, ça parle pas forcément direct quand on est dans le monde du digital. Alors pourquoi? Comment? Ah oui, Est-ce non. que tu en es arrivé là? Comment on en est arrivé là? Faut savoir que My Name is Bond, donc je l'ai monté avec deux potes qui sont Maxime Blondel, aka Blondie, et Pierre Paris, aka Paname. Et en fait, la jeunesse du projet, c'est initialement Blondie et moi. Et en fait, Blondie a travaillé chez The Family pendant plusieurs années. The Family, ils sont très bons au niveau du branding, justement. Mmh. Et Maxime a, tu vois, cet œil vraiment artistique. Il arrive à, je sais pas, à trouver des bons concepts. Et quand on avait trouvé l'idée de My Name is Bond, en réalité, j'ai pas le souvenir qu'on ait cherché vraiment très longtemps. Ça a été un peu comme une évidence, en fait, parce que nous, ce qu'on fait, c'est effectivement, on automatise ta prospection sur Instagram. Et en fait, concrètement, ce qu'on met en place, c'est des routines d'engagement. Et pour mettre en place ces routines d'engagement, on les automatise. Donc, en fait, tu as des robots qui le font pour toi. Sauf que c'est une pratique que les gens n'ont pas forcément envie de crier sur les toits, tu vois. Donc, Ouais. l'objectif, c'est aussi de rester un peu secret, un peu caché, tu vois. D'accord. Genre, Ok. t'as quelqu'un qui bosse pour toi, mais les gens le savent pas. Et du coup, on s'est dit, OK, mais il faut quand même inspirer confiance. Donc, en fait, c'est comme si tu avais vraiment un agent secret. En fait, on est des agents secrets. On travaille dans l'ombre pour nos clients. Ah, j'aime bien. Donc, il y avait ce côté, OK, espion, agent, on est dans l'ombre. Pour autant, l'automatisation, ça peut faire peur aussi, surtout sur les réseaux sociaux. Du coup, il fallait vraiment, tu vois, inspirer confiance. Et James Bond, je sais pas, il y a ce côté, tu vois, c'est classe, t'as confiance. Et du coup, c'est venu hyper naturellement. Ok, My Name is Bond. Ah ouais, stylé. Vas-y, on parle là-dessus. Ok. Et pas juste James Bond, c'est déjà Oui. pris ou... Non, même pas. Parce que James Bond, après, c'est un lien direct avec Ouais. le film. Là, c'est un peu détourné, tu vois. Ah, mais ce qui est bien, c'est que tu as réussi à t'associer à un élément de culture populaire. Exactement. Et ça aide Mais tellement. de malade. Ça m'étonne pas. Et en plus, tu viens un petit peu, je dirais, casser les codes de ton marché, qui est très corpo. Bah, ouais. J'irais même jusqu'à dire que, à titre personnel, je trouve que toutes les boîtes qui sont dans l'automatisation, qui proposent des choses similaires à ce qu'on fait, je trouve qu'elles se ressemblent toutes en termes de branding, Ouais. je veux dire. Ouais, tu vois, factuellement, on propose plus ou moins la même chose. Après, bien sûr, avec des services et autres qui vont être divers et variés. Mais pour autant, je trouve qu'il n'y a aucun élément de différenciant. Et en vrai, le branding de manière générale dans l'automatisation, je le trouve tellement pas sexy. Enfin, je trouve que les gens vont pas essayer de disrupter le marché, tu vois. Et je trouve ça trop dommage. Moi, effectivement, après, j'ai peut-être une déformation professionnelle par rapport à ça, mais je suis trop attirée par le branding. Je vais préférer 1000 fois payer un petit peu plus cher, mais tu vois, pour avoir les produits ou services d'une marque dont je suis fière du branding, tu vois, quelque chose qui me stimule plutôt que d'être sur un branding qui est très plat, très corporate, etc.
Ouais, je vois très bien. Bah, nous, en général, c'est ce qu'on propose à nos clients. Deux options, c'est soit tu viens un petit peu contre le marché comme vous avez fait, Ouais. ou alors tu viens vraiment de glisser vraiment et reprendre les codes de ce dernier pour être directement considéré comme un acteur du marché que tu vises, ou alors voilà, tu disruptes et là du coup c'est peut-être plus compliqué au début, mais après c'est exponentiel parce que du coup tu es vraiment différent. Ouais. Donc après il y a pas forcément de bonnes et de mauvaises décisions. Non, bien sûr. Faut juste que ça te corresponde et que ça t'amuse. Et nous, l'avantage, c'est que, tu vois, on a une association avec James Bond, etc. Et en vrai, enfin, tout le monde connaît James Bond. Ça parle à tout le monde. On en joue de ouf. Genre, notre acquisition, elle est... Enfin, moi, la première année, c'était à mourir de rire. Hein. Je suis passée dans le nurshi de LinkedIn sur Facebook. Donc, littéralement, les gens se foutaient de ma gueule. Puis, il y a un mec qui avait aussi... Je suis passé dedans aussi, t'inquiète. Ok. Mais tu vois, parce que... en fait, ce qui est drôle, en plus, c'est que... donc, dans James Bond, on a t'as des personnages. T'as James, t'as M, t'as Q. Et en fait, comme on était Maxime, Pierre et moi, on s'est tous attribué à un personnage. Donc, moi, en plus, je m'appelle Marion. J'étais M, donc la nana qui pilote la chose, donc je suis CEO. Maxime, c'était James, au final sur la partie stratégique. Et Pierre, qui gérait justement l'opérationnel et qui gérait les robots, c'est Q, celui qui fait tous les gadgets. Donc en fait, toute l'histoire, enfin je sais pas comment dire, mais tout s'est tellement bien imbriqué et on a vécu le truc à fond, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Ça peut être pas mal, je pense, pour tes hooks quand tu viens démarcher les gens. T'as moyen de faire des jeux de mots ou des références culturelles. Ouais, à 100%. Et les gens, ça les fait marrer. Bah oui, c'est sûr. Il y en a parfois, ils comprennent pas. Mais tu vois, ils me le disent, genre, j'ai pas compris, mais ça m'a bien fait rire. Après, je réexplique. Bon, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois. C'était drôle. C'est bien, tu fais un bon icebreaker quand même. Ouais, exact. Ok, trop bien. Bah, tu vois, je savais pas. Je savais pas tout ça. Donc, moi, j'aime bien. Et donc, derrière toute cette marque assez forte, quand même, c'est quoi les associations, du coup, que tu veux, ou que tu voudrais, ou que vous vouliez, du coup, au début, à mettre en place? Avant tout, la confiance, la sécurité, et de plus en plus, ce côté un peu premium slash empathique, tu vois. Je t'explique. Donc, je sais même plus lequel je t'ai dit en premier. Il y avait sécurité et confiance. Oui. Commençons par la sécurité. Sécurité parce que obviously on fait de l'automatisation. L'automatisation, faut que tu fasses hyper attention. Et t'as un enjeu qui est crucial par rapport à ça. Et nous, on investit beaucoup en ce sens. Donc, on veut montrer aux gens qu'ils peuvent nous faire confiance et que s'ils viennent chez nous, c'est justement pour tu sais, ne pas avoir cette pression de dire ok, il y a peut-être un truc qui est risqué. Ensuite, la confiance, parce que je pense que de manière générale, les gens veulent bosser avec des gens de confiance. Tu vois, donc pour moi, c'est essentiel. Et je trouve que c'est important que ça se retrouve dans le branding, dans ce que tu vas dégager finalement. Ensuite, je t'ai dit l'empathie slash... Ah oui, premium. Ouais, c'est ça. Premium parce que on propose pas un truc cheap. On est une agence productisée, donc on n'est pas un SaaS. Tu vas pas payer 50 balles et le truc, tu vas le gérer tout seul, etc. Tu as une équipe. Donc, il y a ce positionnement, effectivement, tu vas payer un peu plus cher que si tu devais passer par un SaaS et que tu le gérais toi-même. Et empathie slash premium également dans le côté relationnel. En fait, moi, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je pense que on a plusieurs unfair advantage au sein de My Name is Bond. Okay. Le premier, c'est notre branding, qui est très fort et qui est très différenciant de ce que tu vas trouver sur le marché. Le deuxième, c'est que je sois une femme et que je sois à la tête de cette boîte. Parce que le marché de l'automatisation, c'est quasiment à 99% des hommes. Genre, tous nos concurrents, c'est que des mecs, c'est que des équipes de mecs, etc. Et du coup, mon équipe, comme je t'ai dit, on est 3 dans l'opérationnel en full-time, c'est que des nanas. Et tu vois, on se positionne un peu comme... on est une team de Totally Spice. Genre vraiment, on a chacune notre personnage, on en joue. Et pourquoi je te dis ça? Parce que j'adore bosser avec les mecs. Tu vois, il y a pas de sujet par rapport à ça. Tu vois, mes associés sont des hommes, etc. Ça se passe très bien. En revanche, je trouve que dans le travail au quotidien,
les femmes, elles sont beaucoup plus minutieuses, elles sont beaucoup plus à l'écoute, elles vont toujours faire plus. Et je trouve que ça se ressent. Tu vois, on a une satisfaction sur Trustpilot de 4,8 sur 5. Et nos clients, ils sont hyper contents de la relation qu'on a avec eux, parce qu'on fait attention, parce qu'on essaye de leur apporter de la valeur, etc. Et effectivement, on a de base un service qui est très axé sur l'automatisation, donc mettre en place une campagne d'acquisition automatisée. En revanche, la vérité, c'est que les résultats vont pas dépendre que de cette stratégie. Tes résultats, on me rappelle, t'es quand même sur ton réseau social, et ton réseau social, c'est ta vitrine digitale, composée notamment de ton contenu. Donc, tu vois, il y a quand même d'autres aspects dont nous, on n'est pas forcément maître. Pour autant, on a de la connaissance, on envoie passer des comptes, on est dans la communication depuis des années. Donc, on est là aussi pour aider nos clients, les conseiller. Tu vois, on passe toujours par un audit de leur compte. Après, tu as un suivi au quotidien. Tous les mois, on fait un bilan avec eux. On analyse aussi un peu leur contenu, on leur donne des conseils. Donc, on n'est pas un prestataire, on est partenaire avec nos clients. Ok. Et du coup, voilà, c'est toutes ces valeurs qui, pour moi, sont importantes. C'est très bien. C'est très bien dit. Je suis d'accord avec toi. En plus, ça fit bien avec ce que tu rejettes, je pense. Ok. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu voir. Trop bien. Tu vois, dans ton content, même avec ta marque personnelle. On va en reparler tout à l'heure. Ok. Ok. Pas mal. Donc, tu te différencies par ton branding. Mm-hmm. T'as d'autres éléments pour te différencier? Au-delà du branding, bah, je dirais, après, je te dis, le suivi client, je pense. On parle de bond en général. Ouais. Ouais, je pense dans le suivi client. Vraiment, satisfaction client, c'est notre priorité numéro 1. Enfin, non, priorité numéro 1, c'est la sécurité des comptes de nos clients. Priorité numéro 2, c'est la relation avec nos clients et la satisfaction client, justement. Donc, ouais, je dirais que c'est un élément différenciant parce que la plupart de nos concurrents, par exemple, ils vont rester focalisés que sur des campagnes de prospection automatisées. Et moi, je m'interroge, c'est comment tu fais pour pas, du coup, faire sauter un compte en envoyant des bots? Ouais. Sachant que moi, mon compte, il s'est déjà fait bloquer alors que j'ai jamais mis de bot dessus, quoi. Ouais. T'as fait trop d'actions? Je sais même pas. Ok. Comment on fait? C'est une très bonne question. En fait, c'est vrai que aujourd'hui, de plus en plus, Instagram resserre les vis par rapport aux quotas d'actions qui sont autorisés sur les plateformes, etc. Pour une raison très simple, c'est qu'il y a eu énormément d'abus. Des gens qui s'en sont servis pour manipuler l'opinion publique, etc. Enfin bref, ça touche aussi à la politique. Donc, en vrai, en d'autres termes, c'est un peu grave. Donc, ils ont raison. Oui. D'autant plus que quand tu es sur un réseau social, t'es là pour échanger et t'es pas là pour te faire spammer. Donc, c'est pour ça qu'au fur et à mesure des années, en fait, Instagram réduit le quota d'action qui est autorisé, etc. pour justement limiter ce côté spammy que tu pourrais avoir qui ferait fuir, d'une certaine manière, les utilisateurs. Donc, aujourd'hui, quand tu fais de l'automatisation sur les réseaux sociaux, tu as 2 aspects qui sont hyper importants sur lesquels tu dois être regardant. Le premier point, c'est comprendre l'algorithme. Quels sont les quotas d'action qui sont autorisés de manière quotidienne. Et en fonction, bien évidemment, de ces quotas, il faut que tu les respectes. Sur Instagram, c'est pas comme sur LinkedIn, tu vois, ou sur LinkedIn, tu sais que toutes les semaines, tu peux envoyer 100 demandes de connexion. Sur Instagram, le fonctionnement de l'algorithme est très flou. Donc en fait, nous, on a toute une strat qui nous permet d'avoir une connaissance en temps réel de l'algorithme. Notre strat, c'est qu'on a des comptes qui sont des comptes soldats. Ah, d'accord. Qui vont au front, avec lesquels on va tester justement l'algorithme. Ouais. On fait un max d'actions. L'objectif, c'est de les faire cramer, quoi, tu vois, pour tester justement la limite. Et en fonction de cette limite qu'on arrive à détecter, on revoit toujours de 30% à la baisse le quota d'action pour nos clients. Donc, tu vois, ça nous laisse toujours une marge de sécurité. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, le deuxième point, c'est la manière dont tu te connectes à ton compte Instagram. Avant, tu pouvais très facilement faire ça dans le cloud avec des proxys, etc. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué parce que Instagram capte que quand tu te connectes avec une API, si l'API elle n'est pas vérifiée, tu peux plus facilement te faire strike ton compte. Et quand bien même tu fais quelques actions par jour. Et donc là, nous, on a
des téléphones, des vrais téléphones, sur lesquels on a des outils de RPA, donc de Robotic Process Automation. Donc, en fait, c'est des outils qui permettent d'imiter le comportement humain, enfin, tu sais, la souris, et qui font les actions. Ok. Vous avez poussé le truc long, quoi. Ouais. Bah, il faut. En fait, tu t'adaptes. Ouais, si tu fais pas ça, de toute façon, tu sautes, quoi. T'es obligé. Tu deviens obsolète. Ouais. Et après, ta stratégie, elle fonctionne plus, quoi. Ouais, c'est malin, les comptes soldats, hein. Je trouve ça marrant. Il est toujours dans le branding, tu vois. On envoie des soldats. Bah, c'est ça, hein, c'est la vision. Enfin, c'est clairement ça, en fait. Ok. Ouais, c'est marrant. Et alors, comment tu crées un compte soldat? C'est juste, tu crées du contenu, machin? Non, même pas forcément. C'est des comptes qui sont pas du tout travaillés, hein, parce qu'on en a beaucoup. Donc, c'est plus avoir des comptes où en plus, ça sert à rien de les travailler si tu sais que tu vas te le faire sauter. Ouais, mais après, je sais pas, ça se trouve, ça peut être pertinent de travailler un minimum pour, parce que peut-être que Insta, il peut le détecter, mais après que c'est un compte soldat, entre guillemets. Oui et non, en réalité. Après, ça dépend. On a plein de typologies de comptes différents, des comptes qui sont un peu plus avancés, des comptes qui sont neufs, des nouveaux, des comptes qui sont plus anciens. Parce qu'il y a ça aussi à prendre en considération, tu vois. Par exemple, nous, on va pas automatiser un compte qui vient tout juste d'être créé. On attend toujours qu'il y ait 3 mois d'existence. D'accord. Pour des raisons de sécurité, justement. C'est pas logique. Parce que Instagram est hyper regardant sur les premiers mois. Ouais. Et on demande aussi d'avoir une première base d'abonnés, qui soient des abonnés hyper, du coup, organiques. Pour tes clients? Ouais. Ok. C'est-à-dire, nous, on demande minimum 100 abonnés. C'est pas énorme, tu vois. Mais c'est histoire de partir d'une première base. Ouais, 100 abonnés, ça va normalement. Oui. Ça se fait facile. Ça se fait. Ok, trop bien. Bah écoute, j'ai appris pas mal de trucs là, rien que dans ça. Et donc, vous êtes une agence d'acquisition. Ouais. Entre guillemets. Bah non, carrément même. Oui. Et donc, votre acquisition, vous la faites en démarchage ou donc en outbound ou en inbound? Alors, les deux. Je pense qu'aujourd'hui, on est à 50-50. Ok. Peut-être plus maintenant de l'inbound que de l'outbound quand même. Ouais, même beaucoup plus maintenant de l'inbound, en fait. Quand on a commencé, forcément, outbound à balle, parce que personne ne nous connaît. Tu as besoin tu vois, de communiquer sur ton agence, sur ce que tu proposes. On était full sur LinkedIn au début. Parce que c'est vrai que aujourd'hui, on a pris le parti pris de dire, OK, on focalise que sur Instagram. Mais avant, on proposait de l'automatisation sur Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok. On faisait même Discord et Telegram. Ah oui. Ouais, okay. C'est très large. Donc non, on utilisait nos propres outils pour aller justement chercher de l'acquisition. Donc on focalisait dans un premier temps beaucoup sur LinkedIn parce qu'à l'époque, tu pouvais faire, je crois que c'était 100 demandes par jour. Ah ouais. Comme ça. Ouais, c'était 4000 par mois. 4000? Ouais, c'était énorme. Non, c'est 800. Par mois. Ouais, entre 400 et 800, ça dépend. En fonction de ce que tu mets réellement en place. Mais ouais. Donc, tu vois, au début, on a fait full sur du LinkedIn, donc de l'outbound, parce qu'on créait pas forcément de contenu. Et on faisait aussi pas mal de campagnes d'email. Ok, ça marche bien ça? Bah écoute, en vrai, ouais. On avait eu de bons retours. Enfin, on a eu de bons retours. On a gagné pas mal de clients comme ça. Des gens qui ne nous connaissaient absolument pas, qu'on a scrappé sur Instagram. On leur a écrit en mode, OK, on est trouvé sur votre compte. Un truc qui pourrait vous intéresser. C'est sympa ça. Et un jour, je me suis dit, mais en fait, les gens, je les prends en call, je leur dis, oui, on peut mettre en place la campagne d'acquisition. Pour vous, il n'y a pas de problème. Mais faites du contenu en parallèle pour décupler le retour, quoi. Le retour sur investissement. Et je me dis, mais je le dis à mes clients, mais je me l'applique même pas à moi-même, ce conseil. Et un jour, je me suis dit, allez, c'est quoi, je me lance un défi. Maintenant, je publie tous les jours sur LinkedIn. Et j'ai commencé à publier tous les jours sur LinkedIn il y a 2 ans et demi. Tu fais tous les jours, tous les jours? J'ai arrêté de publier tous les jours, mais pendant 2 ans, non-stop, j'ai publié tous les jours. Sauf le week-end, parfois. La première année, vraiment tous les jours. Après, le week-end, j'ai arrêté. Après, c'était un peu parfois le week-end, mais je tournais à 5-6 posts par semaine. Ouais, bonne cadence, quoi. Bonne cadence. Ouais, j'ai fait ça aussi. Ça t'a monté à combien d'abonnés là, sur LinkedIn? Là, je suis à 20 000. Propre. En 3 ans, du coup? Ouais. Oui, 3-4 ans. Ok. Mais après, ça dépend si tu prends à partir du moment où j'ai commencé à créer du contenu ou pas.
Que tu avais déjà des abonnés avant? Donc, j'avais une petite base, mais pas hyper développée. Hein. Ok, et maintenant LinkedIn, ça te rapporte du client? Oui, toujours, forcément. Après, je pense que au début, ça nous a apporté full acquisition dans le sens où, tu vois, c'était hyper novateur, les gens connaissaient pas, etc. Et maintenant, c'est beaucoup aussi de la crédibilité et de la notoriété. Oui. Toute ta présence là, par exemple. Par exemple. Ok, très cool. Mais c'est marrant parce que tu vois, quand on a des leads, donc on traque bien évidemment pour comprendre comment ils nous ont connus, etc. On leur pose la question. Et quand je les ai en call, je repose toujours la question. Et souvent, ils nous voient à plusieurs endroits, tu vois. Ils vont nous voir sur LinkedIn. Après, en fait, on va interagir avec eux sur Instagram. Du coup, ils vont nous dire, ah oui, mais oui, je me souviens de cette boîte. Du coup, je prends un rendez-vous. Donc, tu vois, au final, au début, c'était un peu, comment dirais-je, notre stratégie, elle était vachement éparpillée. C'est-à-dire qu'on lançait pas mal de choses en même temps et on savait pas trop. C'est pas qu'on savait pas bien le traquer, mais il y a des campagnes qui rapportaient pas énormément de leads, par exemple, mais on savait que sur du long terme, ça faisait sens. Je donne un exemple. Instagram, au tout début, c'est pas ce qui nous a apporté le plus d'abonnés. Et pour autant, maintenant, on a plein de gens qui nous disent, ouais, vous avez interagi avec moi sur Instagram, du coup, j'ai pris rendez-vous. Propre. Et donc, ça rebondit bien. Comment est-ce que du coup tu travailles ta marque personnelle? Tu postes sur LinkedIn, tu postes sur, tu fais des podcasts toi-même? Je faisais des podcasts. Oui, oui, ça, tu m'as dit que tu voulais reprendre. Ah bon, je t'ai dit ça? Non, Oui. je t'ai dit peut-être. Non, mais oui. Comment je bosse ma marque personnelle? Ça a été très compliqué au début. Enfin, très compliqué, j'abuse un petit peu, mais de base, j'aime pas spécialement prendre la parole, j'aime pas spécialement me mettre en avant ou quoi que ce soit. Tu vois, j'aime bien travailler, faire le marketing des boîtes En et agent être la petite secret. souris derrière. Exactement. Voilà. Full agent secret jusqu'au bout. Et ça, pour le coup, c'est vrai que Maxime m'a pas mal épaulé là-dessus au début. Et puis, je sais pas, je pense que ça s'est un peu fait naturellement. Tu vois, se dire, ok, bah, t'as envie de parler de quoi, sur quel sujet t'es vraiment le plus à l'aise. Et en fait, j'ai toujours parlé que de. Enfin, je me suis positionnée comme bah, l'experte en acquisition sur les réseaux sociaux, mais pas sur les réseaux sociaux au sens large, sur LinkedIn et sur Instagram. LinkedIn parce que moi, c'était l'outil et le réseau social que j'utilisais le plus, et Instagram, c'est mon bébé, ce réseau, tu vois. Je suis une surconsommatrice d'Insta, j'adore. Mais pour autant, tu vois, comme toute mon acquisition, elle était aussi beaucoup sur LinkedIn, je voulais aussi en parler. Et puis là, je t'ai dit récemment, on a fait ce pivot de se dire, ok, en fait, on focalise que sur Instagram. Pour une raison très simple, c'est que 90% de nos clients étaient sur Instagram, donc ça faisait complètement sens. Et maintenant, ma marque personnelle, je l'ai axée sur juste Instagram. En gros, l'acquisition sur Instagram. Donc ça comprend l'automatisation, mais ça comprend aussi d'autres choses. Et là, je me fais actuellement coacher par Samuel de Ethos sur justement. Alors lui, il parle de. Tu sais, on parle beaucoup de personal branding. Et lui, il parle de professional branding. Et donc, on est en train de redéfinir un peu le professional branding. C'est un peu la marque personnelle, quoi. Ouais, je vois. Tu différencies le branding et le personal branding? Ah bah ouais. Ok. Pourquoi? Bah, le branding. Attends, le branding de ta marque? Ok. Bon, quand tu m'as posé la question, pour moi, branding, c'est en lien avec ton entreprise. Et après, ton personal branding ou ton professional branding, c'est qui tu es toi et ce que tu dégages, tu vois. Alors, bien sûr, je pense qu'il y a quand même pas mal de similitudes parce que, bon, après, je parle pour nous, donc tu es fondateur de ta boîte, donc forcément, il y a un lien direct. Mais tu vas, enfin, ton personal branding va prendre en compte plus d'éléments personnels, là où ta boîte, c'est un peu décorrélé, quoi. Oui, c'est sûr. Bah, en général, une entreprise, elle va parler beaucoup par rapport à son offre. Toi, par exemple, tu vends du Instagram, enfin, de la prospection sur Instagram. Il y en a qui vont parler de leurs produits ou de la façon dont ils délivrent le produit. Moi, mon objectif, c'est clairement de rendre mon offre connue, plus que ma boîte, entre guillemets. Donc ça va dépendre.
Donc, on entend ça par corporate branding, en fait, branding d'entreprise, quoi. Et personal branding, le personal branding de la personne. Alors que quand tu vas être sur une personne, en général, tu vas beaucoup plus facilement cliver, parce qu'une boîte, ça clive pas, c'est pas terrible pour ça. Ça a pas trop d'âme, donc ça clive mal. Bah là, t'as un humain, quoi. Ouais, c'est ça. T'es un humain, donc tu peux avoir un point de vue beaucoup plus facilement à mettre en avant, quoi. Donc ça, c'est ça. Et surtout un positionnement de qu'est-ce que tu penses de ton marché et de ton industrie. Là où dans un personal branding, là où dans ton corporate branding, t'en fiches un peu de ton marché parce que t'es là, tu délivres peut-être différemment que certains. Alors que quand ton personal branding, c'est ok, qu'est-ce que je pense de ça? Est-ce que j'aime ça? Est-ce que j'aime pas ça, etc. Tu dois le mettre en avant dans ton storytelling, dans ton discours, dans ta façon de communiquer en règle générale. Par exemple, tutoyer, vous voyez. Une boîte, elle va vous voyer dans 99,9% des cas. Et alors que ouais, c'est vrai. Un CEO d'agence, il peut totalement tutoyer sur LinkedIn, par exemple, dans ses posts. C'est vrai. Donc c'est ça la nuance, vraiment le travail du point de vue et entre guillemets quel profil tu veux mettre en avant dans ta marque, parce que ce qui est important, c'est que ça te ressemble, mais bon, c'est pas possible que ça soit 100% toi. Donc autant en partant de ce constat, autant du coup essayer de créer un personnage qui se ressemble pas mal, qui te ressemble pas mal, mais qui est beaucoup plus simple à comprendre que la vraie personne que tu es. Comme ça, les gens, en fait, c'est con, mais les gens, ils vont te mettre dans des cases. Et ça, c'est bien. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont besoin d'associer les choses. Toi, tu l'as bien compris avec Miami's Band. Et c'est trop bien. Tu vois, on va associer Alexandre Mosier au marketing. On va associer, je sais pas si tu connais Chris Do au branding aux US. On va associer Oussama Hamar au storytelling. Tu vois, et on les met dans des cases parce que ça nous rassure, et du coup, tout de suite, on sait comment associer la chose. Ouais, complètement. Donc c'est pour ça que c'est cool de cliver et de prendre parti. Sinon, ça fait des gens un peu plats. Et on les retient beaucoup moins bien. Je suis d'accord. Après, je pense que tout le monde n'est pas forcément clivant, tu vois. Tu peux avoir un point de vue sur un marché sans être clivant. Oui, exactement. Mais c'est vrai que les gens qui ont un point de vue et qui en plus sont clivants ont tendance à exploser plus facilement, ce qui est normal. Voilà. Les gens aiment aller à l'extrême. Oui. C'est ça. Mais quand tu fais ça, tu te retrouves avec des personnages qui sont qui plaisent ou pas du tout, quoi. Exactement. Mais bon, de toute façon, on peut pas plaire à tout le monde. C'est ça. Donc j'ai envie de te dire, est-ce que c'est pas la meilleure stratégie? Parce qu'en général, ces mecs-là vendent et atteignent leurs objectifs. Mais chacun son projet. Ok, trop cool. On en sait un peu plus sur toi et le positionnement de ta boîte et de ta marque. Rentrons un peu dans les détails. Est-ce que tu peux nous donner 3 difficultés que tu as rencontrées dans ton évolution entrepreneuriale? Première difficulté, je dirais au lancement de Bond. T'as une idée, faut la pitcher, faut faire des ventes. Enfin, en fait, quand tu entreprends, ton objectif, c'est de vendre. Parce que moi, je viens de la com et j'aime pas vendre. Je ne sais pas vendre. Je suis une très mauvaise sales. Donc ça a été la première difficulté parce que je me suis formée sur le tas, quoi. J'ai pris mon téléphone, je me suis pris des portes, j'ai fait des bêtises, j'ai fait plein de fois de n'importe quoi. Mais ça a été très formateur puisque, tu vois, forcément, je m'améliorais au fur et à mesure du temps, quoi. Je pense que plus tu fais, mieux tu fais. Et là, en l'occurrence, ça m'a aidé. Et j'ai réussi à passer un cap, tu vois, enfin, à passer un cap. Je comprends mieux, justement, l'approche à avoir, etc. Et je pense qu'après, de toute façon, juste pour faire un lien avec les ventes, il n'y a pas de stratégie particulière à mettre en place, etc. Je pense que le meilleur vendeur, c'est la personne qui est vraiment à l'écoute de la personne qui est en face de soi et qui va justement le conseiller de la meilleure des manières. Donc, t'es une bonne sales maintenant? Je pense que je suis pas mauvaise. Ouais, je pense que je suis pas mauvaise. C'est bien que tu peux dire dans la vie de tous les jours après.
Comment? Tu peux l'utiliser dans la vie de tous les jours. Complètement. Et je pense que justement, c'est la skills qu'il faut garder, et qui, quoi qu'il en soit, te sera bénéfique. Dans tout. Dans tes relations, dans le business, tu vois. C'est sûr que moi, maintenant, quand je veux obtenir quelque chose de quelqu'un, je dis, OK, bon, qu'est-ce qui l'intéresse? C'est quoi ses rêves? Exactement. C'est quoi ses peurs? On va jouer dessus, hein. Exactement. Influence et manipulation est, je pense, c'est un des meilleurs livres de vente. Complètement. Je suis super d'accord. Qui existe. OK. D'autres difficultés qui sont un peu, d'autres difficultés, ouais, le recrutement. Ça, pour le coup, je pense que je suis pas très bonne là-dedans, ou je sais pas, où je prends pas plaisir, mais en tout cas, c'est souvent mes processus de recrutement, ils sont longs. Enfin, quand j'ai mes processus de recrutement, entre le moment où je dis que je cherche une personne et le moment où je trouve la bonne personne, il se passe toujours beaucoup de temps, tu vois. Et je fonctionne beaucoup au feeling. Donc, surtout, tu vois, quand c'est pour intégrer des gens dans l'équipe en full time. Et s'il y a un truc qui va pas aller, bah, je préfère rester tel quel, tu vois, et pas faire évoluer la boîte, plutôt que d'intégrer quelqu'un, de le former, etc. Et de finalement devoir arrêter la collaboration, parce que c'est une perte de temps. Ouais, donc tu préfères limite prendre quelqu'un de moins compétent avec un bon feeling et du coup le former à balle après. Complètement. Plutôt que prendre quelqu'un de compétent Exactement. avec un mauvais feeling. Et là, tu vois, je cherche à nouveau une sales. Parce que j'aimerais bien garder ma team de Ah ouais, tu veux pas, mec. Bah, je reste ouverte, tu vois, je veux pas me fermer des portes parce que je pense que ça peut aussi très bien matcher. Mais ouais, non, moi, dans mon idéal, que des meufs. Ouais, mais c'est bien, hein. Je pense pas que ce soit un problème, au contraire même. Hein? Je pense pas, non. Ok, très bien. Je suis pas du ma ligne. Ok. Après les 3 difficultés, les 3 plus gros moments de la boîte en 4 ans. Est-ce qu'il y a eu des trucs qui ont fait que ça a changé tous les plans? Les plus gros moments, ouais, souvent, tu sais, Instagram fait des grosses mises à jour. Et il y a toujours cette phase où tu sais pas si ça va perdurer ou s'il faut complètement changer de business, tu vois. C'est une question, on le sait, tu vois, c'est juste de l'adaptation, mais tu te tapes un peu des coups, tu te dis, ok, à quel point ça va le faire. Est-ce qu'ils vont bloquer tous mes bots d'un coup? Exactement. Je suis sûre que non, mais bon, t'es jamais sûr à 100%, tu vois. Donc ça, ouais. Et tu vois, par exemple, un moment qui m'a énormément marqué. Donc tu l'as très justement dit, nous on est 100% en remote, donc on n'a pas de bureau. Parce que moi c'était un de mes critères, justement, j'en avais marre de bosser pour les autres, j'en avais marre d'aller au bureau, enfin j'aime pas trop cet environnement. Je suis très autonome et j'aime beaucoup voyager. Donc je voulais, tu vois, vivre ma vie de digital nomade. Et je crois que c'était lors de la 2e année de Bond. On part en Thaïlande avec Pierre. On part vivre en Thaïlande pendant plusieurs mois. Et enfin, je pars vivre d'abord en Thaïlande. Je suis partie 4-5 mois. Et Pierre m'a rejoint. Le jour où Pierre m'a rejoint, c'est le jour où il y a eu une mise à jour sur Instagram. Et on a passé 48 heures à pas dormir, à traiter tout ce qu'il fallait traiter, à avoir les clients au téléphone, en gros, à contrôler la situation. C'était intense. Et ça nous a grave rapprochés. Tu vois, on s'est dit, ok, là, on est une vraie team, quoi. C'est cool. Et tu m'étonnes. Ok. Pas de 3e? Un autre moment fort. Qui a fait que ça a pris un pivot sur la boîte? Qui a fait que ça a fait un... Ça a non, pris mais un si tout roule, c'est bien. Hein. Ouais, tu sais, j'en parlais la dernière fois avec un ami. Franchement, on a eu je sais pas si on a eu de la chance ou si on a bien fait les choses, mais My Name is Bond a toujours été en croissance pendant 3 ans, tu vois. On a eu... Tranquille. Ouais, tranquille. C'est cool. On a eu un énorme pic et après on a un peu redescendu et là on stabilise.
Mais ouais, il y a pas, je sais pas, il y a pas une action, il y a pas un truc qui a été genre complètement game changer. Peut-être dans 6 mois. Parce que là, on met en place des plans d'action très, Ah c'est ouais? très, très structuré. On a un objectif qui est clair. On veut doubler le chiffre d'affaires. On veut atteindre les 100 000 euros de MRR. Ah oui. Et donc peut-être que dans 6 mois, on pourra refaire un podcast et en parler. Tu peux nous teaser un peu le projet là ou... Ouais, bah, on l'a appelé le projet GoldenEye, en référence à Voilà. un des films de James Bond. Pour rester dans le thème. Et le projet, il est très simple, c'est que on souhaite doubler notre chiffre d'affaires. Pour autant, j'ai pas envie de devenir une boîte avec genre 50 salariés ou je ne sais quoi. Moi, ça m'intéresse pas. Je préfère avoir une petite équipe, mais hyper soudée, très dont les tâches sont bien optimisées, automatisées, etc. Et du coup, notre projet, ouais, c'est d'atteindre les 100 000 euros de MRR. Et donc, pour atteindre les 100 000 euros de MRR, on a décortiqué tout le processus et toute la structure de la boîte pour savoir où est-ce qu'on pouvait justement mettre en place des actions pour aller dans le sens de l'augmentation du MRR. Donc, ça passe par l'acquisition, ça passe par l'onboarding, ça passe par le suivi client, ça passe par l'offboarding, ça passe par tout le marketing. Et du coup, on s'est fait un tableau qui est dingue. Vraiment, il est incroyable. D'ailleurs, je vais me reposer dessus demain. Où on a vraiment tout mis à plat, on a tout structuré et maintenant on sait les actions qui sont à mettre en place et on a juste à prioriser et se dire ok bon bah cette action on la met en place de telle date à telle date, etc. Ouais, un peu je sais pas si vous faites les OKR, je trouve Ouais, ça. bah c'est un complément, c'est ça. Ah, c'est pas mal. Ok, et les actions, tu peux nous en parler un peu ou c'est secret? Ah bah non, je vais pas tout te dire. Mais concrètement, on optimise tout. En fait, on n'est pas en train de tout changer. On est vraiment sur de l'optimisation. Ok, là c'est pas mal. Je suis là-dedans aussi en ce moment de toute façon. C'est passionnant en vrai. Tu découvres des trucs. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a peu de limites en fait. Tu Ouais. te rends compte que tu peux faire beaucoup de choses que tu faisais pas et qui peuvent vraiment changer la chose. Et ce qui est bien, c'est que ça s'adapte parfaitement à ton business. Donc en plus avec les outils d'automatisation, l'IA qui arrive. Mais tu vois, aussi pour te dire quand même certains éléments, déjà le fait de tout cartographier et de mettre à plat, ça te permet d'avoir une vision beaucoup plus globale de la chose. Nous, par exemple, si on prend la partie acquisition, je pense que l'acquisition, elle a été bien optimisée longtemps parce que moi, pendant 2 ans et demi, j'ai géré l'acquisition toute seule. En gros, j'ai fait passer Bond de 0 à 50 000 euros de MRR en étant seule, tu vois. Okay. Après, j'ai recruté un sales. Et avec le sales, après, on a une petite équipe et tout, on est monté à quasiment 80 000 de MRR. Et là, on est à nouveau 3, donc forcément, on est retombé à 50. Mais tu vois, par exemple, sur la partie acquisition, maintenant, en plus, on a de la data. Tu vois, on peut analyser, OK, surtout sur les 2000 clients qu'on a, ils viennent d'où ces 2000 clients, combien de temps ça nous a pris de les closer, etc. Et du coup, tu dis, OK, bon, en fait, il y a des canaux d'acquisition qui sont intéressants, qui marchent bien. En fait, on a tout intérêt à centraliser sur ça parce que certains ne prennent quasiment pas de temps et le retour sur investissement, il est dingue. Et après, à côté, t'as aussi plein de choses qu'on n'a jamais testées. Genre les ads. On n'a jamais fait d'ads. Jamais. Le contenu, on en fait, tu vois, sur Instagram. Moi, je suis présente sur LinkedIn, mais on n'a jamais poussé la chose de manière très... par exemple, j'avais lancé une chaîne YouTube, j'avais commencé à faire des petites vidéos, etc. Il y en a plein qui fonctionnent bien, qui nous ramènent des leads. Et on n'a pas intensifié ce canal-là. Pour autant, tu vois, on se rend compte que oui, effectivement, c'est beaucoup d'efforts tout de suite, à l'instant T. En revanche, derrière, ça travaille tout seul pour toi. Ouais, c'est sûr. Donc, voilà, c'est des petits éléments comme ça. Là, je te parle de la partie acquisition, mais pareil, le process d'onboarding, qu'est-ce que les clients attendent, quelles sont les questions qu'on devrait poser pour derrière avoir un meilleur suivi, parce que tout le monde ne fonctionne pas de la même manière, tout le monde n'a pas closé pour la même raison. Donc, en fait, ils attendent pas nécessairement le même suivi. Même si on est une productized agency et qu'on a bien sûr notre processus de A à Z, on s'adapte de ouf à nos clients. Et du coup, bah, tu vois, de remettre tout ça à plat fait que tu changes tes process. Ouais, c'est passionnant. Mais ouais, moi, je fais ça aussi. Je mets tout à plat. J'adore ça.
Cartographie. Limite, je fais plus de schémas que d'action. Ouais. Ça, c'est le piège, faut faire gaffe. Ouais. Mais c'est bien, au moins, t'es sûr de... Ça te permet de faire le tri. Moi, j'aime bien quand tout est clair dans ma tête. Donc, ok. Bah, tu vas t'amuser hein, quand tu vas interviewer Paname. Ouais, bah, son podcast, je le mange, hein, Secret d'agence. Ouais. Pour les agences, allez voir Secret d'agence. Il est incroyable. C'est abusé. Beaucoup de valeur. Je trouve qu'il y a plus de valeur dans une formation que dans une formation payante que j'ai prise. Ouais. Sur les agences. Je suis d'accord. Donc vraiment trop bien. Mais lui, pour le coup, il partage vraiment tous ses apprentissages. Enfin, en vrai, dans sa dernière newsletter, il en parle hein, de ce plan d'action qu'on est en train de mettre en place, de ce plan GoldenEye pour Bond. Bah, il y a Scalesia, ils ont bien compris ce levier-là. Hein. Ah bah, 100%. C'est abusé. Eux, ils ont hacké le truc. Hein. Je sais pas comment ils font pour produire autant de contenu. Ouais. C'est Benoît, Une machine. Ouais, il doit passer sa vie à tourner des vidéos. Ouais. Il est très chaud. Ok, trop cool. Est-ce que tu as des ambitions financières, peut-être avec Many Bond ou d'autres projets peut-être le moment de nous parler de co-living. Est-ce que j'ai des ambitions financières? Ouais, globalement, j'ai envie de bien gagner ma vie. J'ai envie d'être confortable, j'ai envie de faire profiter mon entourage. Après, moi, ce qui me drive vraiment au quotidien, c'est les gens avec qui je vais entreprendre. Donc, moi, ce qui était hyper important, c'était d'entreprendre avec des potes. Donc, tu vois, ça, je suis hyper contente d'avoir entrepris avec Blondie et Maxime, avec Blondie et Paname, pardon. D'ailleurs, pour la petite histoire, Maxime et donc Blondie et Paname se sont associés avec d'autres. Donc, ils sont 5 et maintenant, ils ont monté The Quest. Et en fait, dans les 5, il y en a 4 qui viennent de l'IUT. D'accord. Et en fait, on est tous copains de l'IUT. Ça fait tous 10 ans qu'on se connaît. Ah ouais. Et ça, vraiment, meilleure formation, meilleur investissement. Alors, sur mes 5 ans d'années, d'études, la formation qui m'a coûté le moins cher, c'est-à-dire juste les frais d'inscription, c'est qui m'a permis le plus de rentabiliser ma vie, en fait. En réalité. J'ai rentré la life. Exact. Donc, ouais, non, le fait d'entreprendre avec des potes, hyper important. Le fait d'être libre. J'ai beaucoup besoin de liberté, de pouvoir voyager, de bouger à droite à gauche, etc. Donc, forcément, ça a un coût. Et après, ça rejoint un peu l'aspect pote, mais le fait de rencontrer des gens au quotidien. Tu vois, nous, on est en télétravail, donc on n'a pas de bureau. On essaye toujours de se voir, on organise des off-sites tous les 3 mois, etc. Mais si t'es pas bien entouré, tu peux vite te sentir seul. Et encore plus quand tu entreprends réellement, tu vois. Là, je te parle même pas des personnes qui font, par exemple, les filles qui bossent avec moi. Là, c'est différent encore. Donc, ouais, cet aspect, rencontrer du monde et être un peu plus dans le physique, parce que finalement, on est méga digital. Pour moi, c'est important et ça fait partie, ouais, de mes objectifs de vie d'une certaine manière. Et du coup, c'est la raison pour laquelle on a monté Nomade, qui est un concept de co-living pour des entrepreneurs que j'ai monté avec Kylian Palermo et Alexis Bouvet. Donc, Kylian Palermo qui a monté Prism et Alexis Bouvet qui a monté Gross Hiring, qui sont 2 mecs que j'ai rencontrés en podcast. Je croyais que t'allais me dire IUT. Non. Là, non, pour le coup, podcast. Tu vois, donc comme quoi, créer du contenu, il y a un vrai retour sur investissement et parfois pas aux endroits auxquels tu t'attends. Et voilà, ça fait un peu plus d'1 an qu'on a lancé ça. Et en fait, on part à chaque fois 10 jours avec des entrepreneurs. L'objectif, c'est de vivre ensemble, de se challenger les uns les autres sur nos business, d'organiser des masterminds, des brainstorming, etc. en fonction des problématiques justement que qu'on rencontre tous. Ok. Bah, c'est bien que tu le précises parce que moi, je pensais que tu faisais du business de co-living dans l'immobilier. Ah ouais? Ouais. Ok. Ah, c'est marrant. Tu sais, j'ai pas compris ça comme ça. Ok. Elle me dit, ouais, elle se met dans l'IMO en parallèle. Bon, ça paraît... Ah, c'est marrant ça. Mais t'as trouvé l'information sur quoi? Parce qu'on communique très peu aussi, donc ça m'étonne pas trop que t'aies...
Bah, je me suis informé correctement. Sur LinkedIn. Mais c'est LinkedIn ou Instagram de toute façon parce qu'on n'a pas de site internet. Mais du coup, tu vois, des très bonnes remarques, c'est-à-dire que le positionnement, c'est pas que le positionnement, mais en tout cas, la com est pas très claire. En fait, on n'a pas de com. Ouais. La seule com qu'on fait, et c'est pour ça que t'as pas pu le voir, je pense, c'est qu'on fait chacun un post sur LinkedIn. On dit on organise un co-living. Et en fait, un post suffit pour avoir la saison, tu vois, de complète. Donc, Ouais, ça m'étonne pas. on cherche pas à avoir trop de visibilité non plus. Ouais, t'as raison. T'as bien raison. Après, oui, c'est sûr. Parce que moi, co-living, si tu peux expliquer le concept de base. Ouais, co-living, c'est juste, t'es en coloc, quoi, tu vis avec d'autres personnes. Donc, en fait, t'as une maison, chacun a sa chambre, et on est tous colocs, on est tous entrepreneurs, donc on dort ensemble, on travaille ensemble, on fait du sport ensemble. Tu vis avec les gens intensément pendant 10 jours. Okay. Et en vrai, c'est une expérience de dingue à chaque fois. Je vais bien te croire. Ça crée des amitiés de fou. Tout le monde reste en contact. En vrai, ça rapproche. Hein. Ça rapproche, ça fait du bien. Ça a changé des gens de manière ultra positive, tu vois. Non, franchement, j'aime trop ce projet. Ouais, parce que peut-être qu'il y en a qui vont comprendre, mais pour ceux qui sont dans le monde de l'immobilier, le co-living, c'est une façon de rentabiliser une coloc, tu vois, quand tu achètes un appart et tu dis je suis dans le co-living, donc c'est-à-dire que tu prends des gens et ils ont tous leur chambre et la cuisine en commun. Donc c'est aussi un business dans ça. C'est pour ça que je pensais que c'était business immobilier. Non, pas encore. Peut-être plus tard, mais pour l'instant non. Mais ouais, les événements comme ça, entrepreneurs, il y a des gens ils font des trucs comme ça, mais ouais, je pense. Moi, c'est clairement quelque chose que j'aimerais faire. J'ai jamais fait. Je peux participer, mais ce serait carrément le genre de truc que j'aimerais organiser aussi, je pense. Ouais. Tu vois, moi, je suis pas très, comme je disais, je suis pas très physique. Enfin, pas très physique. J'aime pas les événements entre entrepreneurs. Franchement, ça me gonfle un peu. Je trouve que, tout ce qui est networking et tout, c'est pas trop ma tasse de thé. Et tu sais, tous ces événements où c'est hyper conventionnel finalement, ça me parle pas. Et là, tu vois, tu sors de ce cadre très pro pour t'initier un petit peu plus dans la vie privée des gens et faire d'autres choses. Et je trouve que ça te stimule beaucoup plus. Parce que tu rentres pas dans une case. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et puis là, beaucoup d'événements networking, les gens viennent pour vendre. On va leur mais à 100%. Alors que quand tu fais un événement comme ça, tu viens avant tout là pour partager une aventure humaine, en fait. Complètement. En tant qu'entrepreneur, donc les gens qui ont les mêmes objectifs, vous avez le même vocabulaire, une vision qui va souvent être assez rapprochée. Donc forcément, ouais, tu vas vivre. Je pense que ça doit passer très vite. Ouais. Ça passe très vite. Et souvent, ça finit en pleurs. Ouais. Sur les tristes de se quitter. Ça m'étonne pas. Mais ouais, c'est trop bien. Ouais, ça me donne des idées. Et du coup, vous avez fait ça où pour l'instant, la première session? On les a fait au Maroc. Soit Tarazout, soit Marrakech. Okay. Et là, on pose nos valises un peu à Tarazout. On a une maison, où... Tarazout, c'est devenu la maison, en fait. Tout simplement, on maîtrise bien, on connaît bien. Tout est géré sur place, etc. Et puis, en plus de ça, Tarazout, pour le coup, c'est pas très loin de la France. T'es quasiment sur le même fuseau horaire. T'as 1 heure de décalage. Donc, tu vois, tout le monde peut bosser. C'est cool. Et il fait tout le temps beau, en fait. Et en vrai, les gens veulent du soleil. Ouais, c'est pour ça, en fait. C'est pour le soleil que t'es là-bas. Beaucoup. Quand on est parti au Maroc, en vrai, destination pas trop chère. Donc, plutôt accessible. Il fait beau. T'as des beaux paysages. Tu peux voir la mer. T'as le désert. T'as plein d'activités. Tu vois? Donc, ouais. Et pendant ces sessions-là, vous faites genre des sessions de travail ou vous essayez de vous détendre et pas trop penser au travail? Non, on fait ça travail. Ouais, ça bosse dur. Ça bosse fort, fort, fort. Ouais. Il y a des projets qui se sont montés après ça? Ouais. Oui, un peu. Kylian qui a lancé Prism. De base, il l'a lancé avec notamment avec moi et avec un autre membre justement du co-living. Et après, au-delà de ça,
au-delà de créer à proprement parler des nouvelles boîtes, des nouveaux projets, ça crée du business aussi. Mais les gens viennent pas pour ça. C'est juste, tu te rends compte qu'en fait, la boîte d'un tel peut t'accompagner sur un enjeu que tu rencontres. Oui. Et c'est pas forcément nos boîtes à nous, c'est beaucoup aussi entre les participants. C'est ça juste qui est des cool. conséquences. Comment ? C'est juste des conséquences. Ouais, exactement. C'est pas le but initial. Ouais. Ok, trop bien. Bah, j'adore le concept. Merci. J'adore le concept. Ok. Bien le Maroc, moi j'y suis allé il y a pas longtemps. Là. J'ai bien kiffé. T'étais où ? J'étais à Casa, Ouais. Blanca. Ah, j'aime pas trop quand même. Et bah oui, tout le monde me dit, moi j'ai bien aimé, c'était calme. Bah, J'ai bien aimé. c'est trop la ville. Je suis allé, ouais, c'est vrai. Après moi je suis allé voir un client en fait, Ok. qui a une salle de sport privée là-bas. Et Sympa. du coup, ouais, c'est très T'as sympa. refait son branding ? On l'avait déjà fait en fait, et du coup on est venu travailler encore plus Ok. sur en physique. Et du coup à fond sport aussi. Je suis très sportif, donc on a fait Cool. du sport pas mal là-bas. C'était très sympa. Et puis je suis allé visiter Marrakech. Donc une autre culture très cool. Ouais, c'est un Content de pays qui est découvrir. chouette. Et moi c'est aussi pour ça que j'aime l'entrepreneuriat. Je suis un peu Pour voyager ? ouais, moi je suis un peu état d'esprit pirate. Tu Ok. vois, c'est Dans quel sens ? je sais pas si t'as regardé One Piece. Non. Je suis pas très moyen. Bah en gros état d'esprit pirate pour One Piece, c'est juste t'es libre. C'est Ok. que tu fais ce que tu veux du moment que t'embêtes pas les autres. Ok. Et puis t'as pas de vraies règles quoi. Les seules règles que t'as, c'est celles que tu t'imposes. Ok, oui, ce qui serait vrai. Donc alors tout en restant dans la légalité bien entendu hein. Mais tu vois genre par exemple je suis pas l'homme le plus légitime du monde pour parler de branding parce que ça fait genre 2 ans que j'étudie le truc à fond et que je le ponce. Il y a des mecs qui pourraient lancer qui pourraient dire beaucoup plus d'informations. Pourtant bah, je lance un podcast sur le branding, tu vois. J'en parle, machin. Bah, il Truc faut, comme hein, ça. de toute façon, hein. Faut bien commencer quelque part. Hein. Ouais, c'est De toute ça. façon, il y aura toujours plus fort que toi. Hein. C'est sûr. Mais du coup, ouais, cette mentalité-là de voyager, de pas se fixer de règles à proprement dit. Tu vois, je suis venu sur Paris pour tourner des podcasts, je sais pas quand je rentre chez moi. Ouais. Donc ça, ok. c'est des trucs que j'aime bien faire. Un peu YOLO, quoi. Ouais, mais toujours dans le contrôle quand même. Mais YOLO business. c'est la liberté. Ouais, non, mais je suis d'accord. Liberté et indépendance, Ouais, au final. ça j'aime bien. J'ai jamais été salarié, moi. Bah, moi non plus. Bah, Si. quand t'étais en start-up. Bon, après, pas trop longtemps, quoi. Bah, ouais. C'était un CDD. T'es resté combien de temps en CDD? J'ai fait 3 mois. 3 mois. Après, on avait renouvelé sur 6 mois. Et après, je passais freelance avec lui. Ok, donc t'as pas tenu très longtemps non plus en salarié. Non. Bah, tu sais, de base, j'avais demandé un CDD de 3 mois, le truc qui se demande absolument pas. Ouais. Hein. On est d'accord. Ouais. Il m'avait dit oui. J'étais hyper surprise. Et c'est vrai que au terme des 3 mois, il m'a dit ouais, je prends un CDI et tout. Je me dis oh là, moi CDI c'est pas pour moi, je n'en Moi, veux je pas. m'engage pas, je suis libre. Non. Et en fait de base, je lui avais dit 3 mois parce que je voulais repartir à l'étranger, tu vois. Et je devais terminer un truc pour l'école, etc. Donc c'est pour ça que j'étais un peu bloquée. Et au final, donc j'ai prolongé quand même sur 6 mois parce que en fait, comme on était vraiment au tout début du projet, j'avais mis plein de trucs en place. En fait, sur 3 mois, juste tu mets en place. Enfin, t'as le temps de réfléchir à la stratégie et de commencer à le mettre en place. Mais du coup, t'as pas le retour sur investissement, ce qui est hyper frustrant. Oui. Et du coup, j'ai dit bon, ok, 6 mois de plus. Et après, au bout des 6 mois, je suis en mode bon bah, je commençais à avoir un autre projet aussi en parallèle, donc j'avais My Name is Bond, mais je voulais pas complètement le lâcher parce que bah, après, tu vois, c'est ce qui me permettait d'avoir un revenu aussi. Donc voilà, je me suis pas mise au chômage et tu vois, j'ai bossé fort sur le projet. J'ai eu plusieurs projets en parallèle. Ok. Et alors, dans toute cette belle histoire, est-ce que t'as une dinguerie t'es arrivée? Ouais. Ouais. La dinguerie que j'ai eue, enfin, c'est marrant. Là, faudrait que je réfléchisse davantage, savoir s'il y a pas un truc un peu plus dingue. Mais c'est que du coup, forcément, toutes ces stratégies d'automatisation qu'on propose pour nos clients, on les utilise aussi pour nous. Et donc moi, j'automatisais notamment mon acquisition sur LinkedIn. Et
Et j'avais une cible qui était large à un moment donné, à savoir les directeurs généraux, etc. Et je me suis retrouvée à parler avec le directeur général de Snapchat, Benoît Hamon, Ok. et le CEO de Rakuten. Des gens qui, visiblement, j'aurais jamais osé démarcher, tu vois. C'est fait tout seul, en fait. Bah ouais. J'ouvre ma messagerie, j'ai dit Benoît Hamon. Lui, là? Vraiment lui? Je vérifié le profil, je dis, ah oui, c'est bien son compte. Ok, bon, bah ma foi. Et il te répondait. Bah ouais, il a répondu à mon message. Ok. Ouais, j'ai échangé avec le CEO de Rakuten, avec qui on a travaillé. Ok. Le directeur général de Snapchat, qui voulait en savoir plus sur notre mode de fonctionnement. Donc là, j'ai échangé avec ses équipes. Enfin, tu vois, en gros, des belles passes. Ah, tu C'est pas m'étonnes. mal l'automatisation, tu sais. Il y a toutes ces peurs, toutes ces croyances limitantes que toi, tu as. Lui, il n'a pas. Ouais, c'est marrant. pas mal. Moi, j'ai essayé 2-3 trucs sur les réseaux sociaux en automatisation, mais je suis pas allé très très loin. Tu as essayé quoi? Bah, j'ai du Wallaxy principalement, mais j'ai pas réussi. Ah, d'ailleurs, j'aimerais bien avoir ton avis sur un truc que j'ai pas noté là. Qu'est-ce que tu penses, alors t'as pas entendu parler, mais de cette nouvelle mode qui vient des US Ouais. sur les setters, Oui. qui sont en fait des mecs qui vont juste DM des gens sur LinkedIn. Écoute, je l'ai testé. On a bossé avec une agence. Qu'est-ce que j'en pense? Moi, je suis un peu mitigée. Dans le sens où je suis pour l'automatisation, pour l'optimisation des process, etc. En revanche, je trouve que l'aspect humain, il est quand même hyper important. Et il y a notamment, il y a plusieurs agences qui utilisent justement les setters. Et même moi qui les connais, en fait, tu vois, ça me perturbe. Je leur parle sur LinkedIn et je suis en mode, c'est ton setter ou c'est toi, tu vois. Enfin, il y a un truc qui me dérange un petit peu dans l'approche. Et après, pour l'avoir testé, au final, je trouve que c'est pas rentable, parce que c'est pas vrai, c'est rentable, mais ça nécessite. Enfin, toi, tu vas te dire, ok, je prends un setter, donc j'ai plus du tout à gérer cette partie-là. En fait, c'est faux. C'est juste que la personne va répondre à des messages qui vont être bateaux, mais dès qu'il faut un petit peu d'expertise ou dès que, tu vois, ils savent pas ce qu'il faut répondre, ils vont te poser la question. Et en fait, enfin, t'as tout intérêt à toi les gérer. Et tu reprends après. Bah oui, en vrai. Donc voilà. Mais après, je pense que ça dépend de ta cible. Je pense que ça dépend de ce que tu as à proposer et du type de campagne que tu mets en place. Si tu proposes quelque chose qui est très technique, ça nécessite que la personne elle soit méga formée et surtout qu'elle s'imprègne de qui tu es, de ta manière de communiquer, etc., etc. Donc, en d'autres termes, je pense que c'est une bonne idée et c'est bien parce que ça te fait gagner du temps et que nous, on veut avoir du temps pour profiter. Et que ça peut d'une certaine manière être une tâche qui est assez chronophage. Moi, les tâches chronophages, j'aime pas ça. Après, il y a un côté humain qui, du coup, est manquant, qui, moi, me dérange. Enfin, un côté humain, pardon, de transparence. Oui. Tu vois. Ouais, je vois l'idée. Et toi, t'en penses quoi? Bah écoute, moi j'ai fait du setting pendant sur mon 3e mois là. J'ai une setteuse. Ok. J'en ai essayé 6. Oh wow. Ouais, parce qu'en fait je suis rentré dans une formation, un accompagnement en gros, et le gars mettait à disposition des setters. Donc j'ai dit vas-y. Parce qu'en fait le mec m'a closé un peu comme ça, il me dit t'inquiète, on trouve des setters, ils vont trouver des clients. Je dis génial. Je vais plus m'occuper de mon acquisition du coup. Quelle idée. Et alors, donc j'essaie. Bah déjà les 5 premiers setters, sur les 5, il y en a 3 qui ont abandonné. Genre qui se sont dit c'est trop dur, j'arrive pas. Ok. Parce qu'il n'y avait pas de résultat. Ok. Et 2 autres qui étaient à côté de la plaque, quoi. Genre je te jure, en fait, moi j'ai fait le setting avant sur mon compte pour comprendre. Du coup, les former après. J'ai fait des SOP, des petites vidéos machin, pour leur expliquer comment ça fonctionne. Et j'avais des messages types, forcément. Et eux, copier-coller les messages types, juste. Genre, ils mettaient pas de contexte, machin, etc. Je dis, les gars, un peu de bon sens. Ben, ils en avaient pas. Ouais, non, mais je pense que c'est compliqué. Il faudrait, je pense que c'est plus une fonction qui serait internalisée. Tu vois, en gros, il faut que tu aies un bras droit.
Ça ferait plus sens. Quelqu'un qui est vraiment impliqué, qui te connaît, qui suit, qui comprend les enjeux, etc. Bah, j'ai trouvé du coup une setteuse comme ça. Et ça fait 3 mois qu'on bosse ensemble. Et elle est vraiment très compétente. Enfin, déjà humainement, ça fit. Je pense qu'on serait pas potes dans la vraie vie, mais professionnellement, ça fit très bien. Humainement, professionnellement, je sais pas si ça passe. Ouais, t'inquiète, j'ai compris. Ça fit bien. Elle comprend bien. Okay. Elle arrive bien à contextualiser, à savoir comment est-ce que je parle. Elle rebondit, mais on n'arrive pas à avoir du résultat, quoi. Pourtant, elle target Messi, machin et tout. Mais est-ce que c'est une campagne, une opération que tu faisais toi et que tu as déjà testé toi seul? Oui. Et ça marchait? J'avais pas un gros taux de rendez-vous, mais j'avais plus de rendez-vous, quoi. Elle a pas de rendez-vous, quoi. Genre, pas de tout. Genre, d'un mois, elle a eu 0 rendez-vous. Pourtant, elle a envoyé je te jure qu'elle a envoyé facile, genre, 300 messages personnalisés en mois. Et donc là, on a changé tactique. On fait des trucs, des hooks plus, moins personnalisés avec Wallaxy. Okay. Et du coup, elle répond que aux gens qui répondent. Parce qu'il y a plein de gens qui sont pas connectés, qui se connectent pas sur LinkedIn, en fait. Et donc, du coup, non. Je sais pas si c'est la cible, machin, mais pourtant, ça paraît bien, quoi. Tu sais qu'il y a plein de techniques aussi, plein d'approches. Tu vois, par exemple, je sais pas, interagir avec les personnes qui vont te demander en connexion, interagir avec les gens qui visitent ton profil, genre vraiment aller chercher. Enfin, tu vois, t'as des éléments déclencheurs que tu peux justement utiliser pour prospecter et aller chercher des leads qui seraient potentiellement peut-être un peu plus chauds. Bah oui, c'est ce qu'on s'est dit. Après, on est quand même parti sur des bases froides avec elle. Pourquoi d'ailleurs, je ne sais pas. Mais parce qu'on s'est dit, tiens, j'ai eu X personnes dans ce secteur d'activité-là, je vais aller démarcher les mêmes. Comme ça, j'ai des use cases, c'est pertinent. Make sense. Et moi, j'ai peur des gens qui visitent mon profil, c'est que, vu que je crée pas mal de contenu éducatif, j'ai peur que ce soit des gens qui viennent juste pour le contenu éducatif. Ce qui est, je pense, une fausse croyance. Bah, demande, tu verras. Mais ouais, parce que j'ai beaucoup de visites, quoi. Moins que toi, je pense, mais j'ai quand même pas mal de visites. J'ai beaucoup de demandes. Oui, mais après, alors attention, hein, dans les visites, je te dis pas de filtrer, ouais. Je te dis pas d'envoyer un message à tout le monde, mais juste tu filtres, tu regardes rapidement le profil. Si effectivement ça correspond au genre d'interlocuteur avec qui tu échanges, tu envoies un message. Et après, c'est pas un message où tu proposes direct un rendez-vous, hein. C'est plus, t'es dans l'approche en mode, ah, j'ai vu que t'avais visité mon profil. Est-ce que je peux t'aider? Ce serait bête de rester sur une visite. Bah ouais. Ça, c'est mon petit hook. J'aime bien. Et c'est pas mal, j'aime bien. Ce serait bête de rester sur un vu ou sur une demande, machin. Bah, bref, du coup, on a analysé ça. Et moi, du coup, avec le recul, je me suis dit, OK, bon, j'arrive pas à closer en outbound. Par contre, en inbound, ça va tout seul. Parce que mon offre, elle est ultra agressive par rapport à mes concurrents. Mes use cases, ils sont ultra quali parce que je surdélivre tout le temps. Donc, rapport qualité-prix, c'est difficile de faire mieux. Et c'est prouvé que je travaille bien. Donc, dès qu'il y a des gens qui ressentent le besoin de faire une identité visuelle, ils prennent un rendez-vous et c'est closé assez simplement parce qu'ils sentent le besoin. Et je me suis dit, OK, le design, le branding en règle générale, est-ce que ce serait pas trop dur dans le crâne des Français d'aller chercher des clients en outbound? Je pense que tu as aussi une question de temporalité, tu vois, qui est hyper importante dans le sens où tout le monde n'a pas envie de changer de branding tous les 4 matins, tu vois. Faut vraiment faut arriver au bon moment. Et c'est pour ça que tu as tout intérêt à développer toute la partie inbound, en créant du contenu, en te positionnant comme étant, tu vois, expert de ton sujet, en fait, en étant top of mind. Qu'est-ce que je fais, quoi, actuellement? Qu'est-ce que tu fais, exactement. Faut juste que j'arrive à avoir plus de leads grâce à ça, quoi. Ouais. Mais ça viendra avec le temps aussi. Tu vois, avec la notoriété, faire des partenariats, toi, passer dans des podcasts, etc., pour aller toucher des audiences qui te connaissent pas, finalement. Mais après, je pense pas que pour autant l'outbound soit impossible. Je pense qu'il faut... De toute façon, c'est toujours la même chose, hein, c'est avoir la bonne cible avec le bon discours et au bon moment, quoi. Donc,
Après, ouais, moi, je me dis toujours, de toute façon, il y a quand même un aspect temporalité qui est à garder en tête. Et parfois, même si t'as pas de retour, tu vois, par exemple, nous, on avait des campagnes d'email. Bon, bah, vraisemblablement, la campagne n'était pas très successful. Mais en fait, je me rendais compte que les gens, comme ils nous voyaient dans leur boîte mail, sur LinkedIn, sur Instagram, bah, en fait, ils se disent qu'on est partout et qu'on est, tu vois, hyper présent, qu'on accompagne tout le monde sur le développement sur Instagram, etc. Et du coup, ça les, j'allais dire, ça les sécurise, mais c'est pas le terme, ça les, mince, Ça les met en confiance. ouais, ça les rassure. Oui. Voilà. Donc, tu vois, parfois, je te dis, c'est pour ça que je te disais, nous, il y a des campagnes où effectivement, on n'a pas un retour sur investissement direct qui est important. Pour autant, on sait que ça joue aussi dans la prise de décision de nos leads. Ok, très pertinent. Bah, c'est vrai que moi, j'ai des clients qui tombent sur moi après un Reels ou une vidéo et qui vont sur mon LinkedIn et voilà, qui font tout le parcours. Donc, c'est tout le travail de branding que j'essaie de mettre en place qui finit par porter ses fruits, donc c'est cool. Très bien. Félicitations. Mais c'est que le start. C'est que le start. C'est bien. C'est challengeant. Ouais, de fou. Mais je pense que je vais quand même abandonner l'outbound. Donc, centré sur l'inbound, quoi. De toute façon, on peut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Non. C'est pas du tout ça. On peut pas tout faire. C'est pas du tout la bonne expression. Faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Non, c'est vrai, mais il faut aussi se concentrer sur une seule chose à la fois. Ah, okay, tu veux mélanger plusieurs concepts, ok, d'accord. Je me suis embrouillé. Mais, ok. Alors, petite question, c'est la fin du podcast. Petite question plus courte. Si tu as genre une compétence où t'es genre vraiment la best des best, personne peut te tester, c'est quoi et pourquoi? Actuellement? Ouais. Oh, waouh. Ah ouais, elle est dure comme question. Parce qu'en fait, je touche à tout. Je touche vraiment à tout. La compétence que j'ai moi, actuellement, une compétence, en vrai, les sales, hein. Je pense que, attends, faudrait que je calcule. T'es une bête de sales, du coup. Bah, en vrai, j'en ai passé des heures au téléphone, j'en ai passé des visios, j'en ai vu des gens, j'en ai testé des discours. Comme je t'ai dit, je me suis formée toute seule, genre vraiment toute seule. J'avais aucune formation, j'avais pas de mentor, rien. C'est juste moi et ma compréhension de l'humain et des gens qui sont en face de moi, tu vois. Et après, je me suis aussi formée par la suite, où je me suis fait accompagner, etc. Et je suis vachement sortie de ma zone de confort parce que t'as la partie sales, donc la partie vente directe. Donc quand t'as le lead, tu vois, en visio que tu dois closer, mais t'as aussi tout l'avant. Genre comment est-ce que tu vas chercher du lead, le call par exemple. Call call. Bah. T'es forte. Je suis forte. Ah ouais, moi j'aime. Je suis forte. J'aime pas ça. Mais dans mes tâches, je n'aime pas me focaliser sur un seul truc. Tu vois, le call, je trouve ça trop excitant, trop drôle, ça m'amuse. Mais je vais pas faire ça tous les jours, tu vois. Et les calls, là, c'est pareil. Là, c'est bien, mais il faut que je fasse d'autres choses en parallèle. Je suis trop touche à tout. Et ce qui me stimule, c'est le fait de switcher d'un sujet à l'autre. Tu vois, mes vidéos YouTube, c'est moi qui les montées. Je faisais tout. Alors, il y a l'acquisition, la communication, le montage, parfois même une partie de la production. Mais bon, c'est ce qui me challenge, tu vois, au final. Ok, très stylé, très stylé. Bah ouais, c'est cool de son. Quand t'es entrepreneur, j'ai envie de te dire, t'as plus trop le choix, hein. Surtout quand tu pars de zéro, sans contact. Ouais, non, c'est clair. Faut que tu te construises. Ok. Et donc, je pense que c'est une bonne transition. C'est quoi le truc que t'aimes le plus dans tout ce schmilblick? Avancer avec mes potes. Ouais, genre sentir qu'on se forme, l'aventure humaine. Je suis hyper sociable. Je suis très proche de mes potes. Ils ont une place très importante dans ma vie. Et tu vois, la dernière fois, je me faisais la réflexion de me dire, je prenais un peu de recul sur la chose, je regardais un peu les garçons chez The Quest, etc. Tu vois, chacun a évolué, les missions ont évolué, et je me disais, waouh, mais
c'est des machines, quoi. C'est trop bien. Moi, je veux que ça. Je veux évoluer avec mes potes. Je trouve ça trop beau. Ouais, c'est très beau. C'est très beau comment tu le dis. Ok. Alors, dernière question, qui j'espère va te faire sourire. J'ai peur. C'est quoi la dernière fois que tu as fait un truc pour la première fois? Ah, je la connais cette question et c'est une question que je pose tout le temps. C'est quoi? Mais attends, parce que ça fait longtemps que je me suis pas posé la question. Dans le business? Ah. Putain, c'est très dur. C'est très, très dur. La dernière fois que j'avais fait un truc pour la première fois, je crois que c'est organiser une semaine genre en mode vraiment last minute et du coup prendre des billets et me casser, quoi. T'es parti où? Voilà, je suis beaucoup partie. Je suis partie en Espagne, je suis partie au Maroc, je suis partie aussi pas mal en France, genre Marseille, Mais etc. la dernière fois, là, La destination, quand t'es parti en mode ouais, c'était au Maroc. pour l'événement? En fait, je suis repartie au Maroc, pas dans le cadre du co-living, mais avec une nana du Du co-living, donc co-living. une de nos clientes entre guillemets, T'es tu dit, vois. viens, on y Et on retourne. s'est dit, ouais, Trop de vas-y, chill. y en a marre de là où on est. Ouais, y en a marre, vas-y, on prend nos billets. Allez, vas-y, on prend nos billets. Ok. Je suis très, ouais, en ce moment, je fais beaucoup de. C'est ta première fois que tu faisais ça? En vrai, ouais, parce que je pense que initialement, je suis quand même vachement plus organisée, tu vois. Et là, maintenant, je sais pas, je suis beaucoup plus en mode YOLO et juste, je veux profiter, et surtout, je sais ce qui me donne de l'énergie et ce dont j'ai envie. Et là, tu vois, l'hiver à Paris, c'était pas possible. Moi, j'ai fini à moitié en dépression et j'avais juste besoin de soleil, Oui, le etc. soleil. Mais après, non, je pense qu'il y a peut-être des trucs un petit peu plus fous, mais là, comme ça, tout de suite, je vois pas du tout. Non. Tu vois, un truc vraiment fou que j'ai fait, c'est sauter en parachute, mais c'était il y a un an. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. T'aurais dû me la poser en amont, j'aurais dû réfléchir un petit peu, parce que ça se trouve, je suis sûre qu'il y a autre chose. Mais là, comme ça, tout de suite, j'ai trop de trucs dans ma tête, j'arrive pas à faire le tri de qu'est-ce que j'avais fait pour la première fois et qu'est-ce que j'avais pas fait pour la première fois. Je voulais t'avoir par surprise. Et toi, alors? Moi, bah ouais, un truc de fou, je sais pas trop. Mais sinon, le truc hier, j'ai réservé un Airbnb. T'as jamais réservé? J'ai jamais réservé. Ah ouais? J'ai besoin d'un hôtel hier soir. Ok. Et du coup, parce qu'en fait, à chaque fois, c'est mon associé qui réserve les hôtels ou les Airbnb. Ok. Quand on bouge. Et là, mon associé, il est pas là. Ok. Je dis, ok, c'est moi qui dois faire. Comment faire? Et en fait, c'est nul, tu vois. Mm. Mais c'est marrant. Et pourquoi est-ce que je raconte ça? Parce que c'est marrant, j'avais l'appréhension de le faire. Ok. Mais c'est que des petits trucs comme ça où t'as l'appréhension de te dire, vu que c'est tout le temps lui qui le fait, je sais pas, genre réserver un vol, beaucoup de réservations, mais je sais pas, genre faire un truc que t'as jamais fait. Mm-hmm. Genre avant, pour moi, partir à Paris, c'était un peu gros. Parce que moi, je suis rennais, je viens de Bretagne. Et alors que maintenant, tu vois, je le prends comme ça, le train. J'ai un nouveau truc qui m'est venu en tête, qui m'a pop-up quand tu parlais. Parce que je cherchais un truc de fou, mais j'ai couru un semi-marathon il y a genre un mois. Ça, c'est à cause de Pierre, ça? Oui et non. Oui et non, parce que moi, ça faisait longtemps que je courais. Genre, je courais tous les jours 5 km. Après, j'ai eu une période où j'ai arrêté et j'allais à la salle. Et en fait, pour la petite histoire, j'étais trop dans ma zone de confort et je me faisais chier. Et en fait, un jour, je me suis dit, mais en fait, moi, je fonctionne au défi, quoi. Et du coup, je me dis, il faut que je me trouve un nouveau défi. Et effectivement, Pierre court beaucoup. Et lui, pour le coup, il fait des courses, des marathons, des semi-marathons, des trails. Ouais, c'est un malade mental. Et je me suis dit, bon, allez, je pense que, en vrai, sur beaucoup d'aspects, on se ressemble avec Pierre. Et là, je me suis dit, bon, allez, je vais vers cette team. Et du coup, je me suis inscrite au semi-marathon.
Et semi-marathon, je me suis inscrite juste toute seule. J'ai fait mon entraînement toute seule. Genre, c'était mon objectif, mon truc à moi, tu vois. Et bah, du coup, non, encore plus récent. Du coup, je me suis inscrite aussi à un marathon pour novembre. Et c'était dur ou pas le semi-marathon? En vrai, non, ça va. Les 5 derniers kilomètres, ils sont un peu chauds, mais c'est pas grave. Ok. Ça se fait. Moi, à un moment, j'ai voulu me lancer dans le marathon aussi. Mais qu'est-ce que ça me fait chier de courir? J'aime pas. Ouais, J'aime bah, bien court distance, genre 3-4 kilomètres. je pense que ça dépend de tout le monde, effectivement. Enfin, ça dépend des gens. Mais moi, au tout début, je détestais courir. Et en fait, j'ai commencé à courir parce que quand je suis partie à Dubaï, j'étais dans une salle de sport où, en termes de machines pour le cardio, il y avait juste un tapis de course et un vélo. Et en vrai, j'étais en mode, bon, bah, je vais me mettre à courir. Et je me suis mise à courir. Et tu sais, à chaque fois, donc je commençais 5 minutes, après 10 minutes, après 15 minutes. Et j'augmentais comme ça. Et après, je courais pendant 1 heure sur le tapis. Donc j'ai commencé comme ça. Après, quand je suis rentrée en France, je courais en extérieur. Parce qu'à Dubaï, quand tu fais 50 degrés, c'est pas possible. Ouais. Et en fait, je sais pas, j'ai commencé à prendre plaisir. Ouais, parce que c'était un peu une perf à chaque fois que j'y allais, sur juste les 5 kilomètres. Et là, maintenant, le fait d'avoir un objectif, ça change tout. Parce que j'ai un plan d'entraînement et c'est une drogue. Genre, vraiment, c'est une drogue. Ah ouais. Moi, à chaque fois que je vais courir, c'est comme si j'appuyais sur un bouton restart. Même, je vais courir, tu vois, des lendemains de soirée, etc. Je suis hyper fatiguée. Je te jure, j'ai l'impression que je suis une nouvelle femme. Ok, ouais. Faudrait que j'essaie le truc. Mais j'ai déjà essayé de faire des petits challenges aussi. Pas de marathon ni rien, mais genre j'ai fait un moment. Bah du coup, si tu regardes pas le manga, tu vas pas comprendre, mais c'est le challenge dans One Punch Man où le mec, le héros en gros, il fait 10 kilomètres par jour, sans pompe, sans abdos, sans squat. Ah, stylé. Et il devient l'homme le plus fort du monde. Alors, je pense ça. Stylé. J'aime bien. Et Mais, alors, tu l'as fait? Ouais, je l'ai fait pendant une semaine. Ok. Ce qui est largement suffisant. Ok. Et alors, c'était comment? Bah, ça fait mal aux jambes. Parce que 10 kilomètres par jour pendant une semaine. Ouais, 10 kilomètres, c'est pas mal, hein. Tous les jours en plus. Ouais. C'est pas Bah, tout le monde, ça. c'est pas terrible pour les genoux. Hein. Les mecs qui ont ça pendant longtemps, ils sont blessés. Mais du coup, j'ai testé. Et ça m'a pas fait kiffer la course. Et là, j'ai refait une semaine de challenge. J'aime bien me faire des semaines comme ça, ultra hardcore. Où genre, je me lève tôt le matin, je vais courir direct. Je courais 3-4 kilomètres, mais genre très vite. Après, j'allais faire douche froide, méditation, tu vois, un peu la routine des pseudo infopreneurs, machin. Je voulais tester pour voir ce que ça a donné sur moi. Ça ne marche pas, tout. Ok. Je n'aime toujours pas douche froide. Ok. Même là, en été? En vrai, ça va, tu vois, je l'ai fait. Ouais, c'est pas un problème. Mais bon, ça me donne pas tant de bienfaits que ça. Ok. Voilà, même la méditation et tout, je fais des exercices de respiration. En fait, j'aime bien tester les choses. Plutôt que... Après, tu prends ou tu prends pas en fonction de comment est-ce que t'es réceptif. Hein. Tu réadaptes et tout. Mais je suis très dans le... Vas-y, on y va et puis on verra. Tu fonces dans le mur et puis tu vois que t'en as d'autres derrière, mais tu t'en rends compte que quand tu les as pris. Donc c'est cool. Mais ok, trop cool comme discussion. Est-ce que t'as des choses à ajouter? Non, je pense qu'on a fait un tour bien complet. Ok. Alors, est-ce que t'as des personnes à nous reco pour les prochains épisodes? Oui. Oui. Pour parler de branding, tu pourrais interviewer Edouard Osgaï de Grupo Mimo, qui lui, pour le coup, est une brute sur tout ce qui concerne... Enfin, il comprend très très bien les réseaux sociaux et surtout Instagram et TikTok dans l'univers de la food. C'est cool de se nicher comme ça. Ouais. Et ils sont très très forts. Il a une chaîne de restaurants donc qui s'appelle Grupo Mimo. Il a une agence de communication. Il a une application qui permet de mettre en relation des restos avec des influenceurs pour avoir du contenu, ce qu'on appelle du user-generated content, du contenu UGC. Et non, je pense que tu aurais une discussion très intéressante avec lui. Ok, je suis très chaud. Je t'enverrai un contact. Enfin, un message, pardon. C'est la fin de journée.
Non, t'inquiète. On t'en veut pas. Ok, trop bien. Bah écoute, merci d'être venu. Merci à toi pour l'invite. Je te laisse le mot de la fin. Merci à tous. Caméra. Et à très vite. Merci d'être resté jusqu'à la fin. C'était Arthur et Marion pour Just Brand. Travaillez bien.